Bonjour à tous. Alors, il est 10h33. J'ai fait rentrer tout le monde. Je vous propose de démarrer, parce que du coup, on a quelques minutes de retard pour démarrer. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Merci du coup pour votre présence aujourd'hui et votre participation donc, à cet atelier intitulé Comprendre l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et être en capacité de réaliser un premier diagnostic handicap en entreprise. Avant de démarrer et de laisser la parole à la DRETS, je vous propose donc quelques consignes pour le bon déroulement de l'atelier. Du coup, je vais vous demander, on vous remercie, de vous identifier donc avec vos noms et structures de manière à ce qu'on puisse se repérer les uns les autres, d'activer votre caméra si c'est possible, de couper vos micros lorsque vous n'avez pas la parole et puis du coup de poser vos questions, donc soit à l'écrit via l'onglet converser, soit en levant la main. Nous sommes en format réunion et pas webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à solliciter une prise de parole. Donc, je laisse la parole à François Collobert de la DRETS pour l'ouverture en fait de cette séance. Merci beaucoup. Alors, quelques mots, et ensuite je passerai la parole à Céline Noailles-de-Gors, référente PRID pour l'Adriatique de France. Alors, merci de vous être connecté à ce premier atelier consacré à l'emploi des travailleurs handicapés, évidemment qui s'inscrit dans le cadre de l'animation régionale des services d'appui aux ressources humaines, évidemment, dont vous faites partie. Alors, l'idée, voilà, vous l'avez compris, c'est vous apporter des éléments en lien avec les politiques de l'État. On sait que l'emploi des travailleurs handicapés, ça fait partie des priorités nationales. Donc là, on est sur un premier atelier. Donc au total, il y en aura 3 entre le mois de mars et le mois de juin. Donc ça, c'est une première thématique. L'idée, ce sera évidemment dans les mois à venir de vous proposer d'autres contenus. Donc on prévoit d'ores et déjà de travailler également sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Il y a aussi d'autres réflexions en lien avec la RACI de France, mais n'hésitez pas par ailleurs à nous faire des propositions. L'idée, c'est évidemment vous apporter un maximum d'éléments pour ensuite sensibiliser les entreprises avec qui vous êtes en contact. Là, on sait qu'on sort du contexte crise sanitaire, on l'espère durablement, on retrouve dans des modalités de fonctionnement un peu plus normales, sachant qu'évidemment les modalités visio nous permettent de vous proposer plus de contenu sans trop mobiliser votre temps par ailleurs, puisqu'on sait que vous êtes aussi évidemment vous avez beaucoup de travail, vous êtes en lien avec les entreprises de votre territoire, donc l'idée c'est pas de mobiliser tout votre temps, mais c'est vous proposer assez régulièrement des contenus dans des formats raisonnables, donc ici voilà 1h30. Donc je vais pas plus loin dans mon introduction. Je vais passer la parole à Céline qui va pouvoir compléter. Bah oui, merci Grégoire, bonjour à tous. Donc oui, au niveau du prix, ça nous semble, voilà, on est en suite de projet, on avait travaillé avec les SARH l'été dernier pour identifier un peu les besoins. Céline, oui. On entend, ça grésille un petit peu. Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Juste vous dire que donc on avait identifié l'été dernier justement les types d'informations dont auraient besoin les SARH pour appuyer en fait leurs compétences sur ce champ-là. Donc on est vraiment dans une continuité d'action. Donc ici le PRIT est vraiment dans son rôle de vous appuyer et de vous apporter un maximum d'informations et aussi de vous mettre en lien avec des acteurs qui sont vraiment experts sur le champ pour vous aider dans vos missions. Vous êtes des relais qui sont vraiment extrêmement importants pour nous vers les PME et les TPE. Donc il nous semblait vraiment important de pouvoir revenir vers vous avec ces informations. Voilà, je remercie la GFI particulièrement sur ce webinaire qui va donc conduire vraiment les choses aujourd'hui en vous donnant rendez-vous pour le 10 mai et le 21 juin pour les autres thématiques. Voilà, merci à tous. Merci Céline.
Alors effectivement, hein, l'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans un cycle d'ateliers, hein, donc on sera amené à se revoir. Donc ce que je vous propose avant de démarrer et de laisser la parole à la GFIP, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un court tour d'écran de manière à ce que chacun puisse se présenter, donc vos noms, prénoms et puis les services dans lesquels vous intervenez. Donc je vous laisse la parole. On peut commencer par Lucie Broca, par exemple. Alors, votre micro est coupé. C'est bon. Oui. Est-ce que vous me voyez? C'est bien, on vous entend et on vous voit. Ah, très bien. Bon. Donc, je suis Lucie Broca, chargée de mission. Tu peux enlever le son? Ah, d'accord. Alors, je suis chargée de mission appui RH à l'EPT Grand Orly Seine-Bièvre avec Béatrice Joanneau, chef de projet qui va se présenter après. Donc voilà, on gère 24 villes sur le territoire. Quelques villes sur l'Essonne, le Val-de-Marne, principalement, mais je laisserai Béatrice expliquer plus en détail. Merci, Madame Broca. De rien. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Coupe Oui. ton micro. Coupe ton micro. Non, coupe ta réception de ton micro. Voilà. Tu coupes le son, en fait. Voilà. C'est bon, vous m'entendez là? Oui, c'est bien. Alors, Je vous écoute. Moi, j'ai coupé le son. Vous m'entendez? Simplement, hein, si Oui. vous pouvez effectivement, donc vous C'est bon. travaillez dans le même service que… Voilà, c'est tout. Bon, donc, moi, c'est Béatrice Joanneau, donc chef de projet appui RH sur le Grand Orly Seine-Bièvre. Voilà, comme Lucie l'a dit, sur 24 villes, essentiellement Val-de-Marne et quelques villes de l'Essonne. D'accord, merci. Merci. Fadila, peut-être? Je me permets de lire vos vignettes. Tout à fait, oui, bonjour à tous. Je suis Fadila Hamas, je suis chargée de projet RSE, donc chez Seine-Ouest Entreprises et Emploi, qui est l'EPT3, donc Grand Paris Seine-Ouest. Merci. On va peut-être poursuivre avec Daniel Richin. Excusez-moi si j'écorche vos noms. Non, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'occupe d'un des services d'appui RH sur le territoire de Plaine Commune dans le 93. Merci. Théo Gaillard, peut-être? Oui, bonjour, donc moi je suis Théo Gaillard, je travaille chez Profession Sport et Loisirs et on est en charge du SARH à Paris et on s'adresse uniquement aux structures associatives. Très bien, merci. Audrey Michel? Oui, bonjour. Donc Audrey Michel, je suis chargée de mission relations entreprises, service appui RH pour Valais Sud Emploi, donc BSGP, Valais Sud Grand Paris. Merci. Ensuite, Audrey Bouquet, si vous voulez prendre le relais. Alors, du coup, votre caméra est coupée, c'est peut-être… Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Audrey Bouquet, responsable de projet service d'appui RH pour la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France. Je suis présente ce matin avec ma collègue Mariatou Yafa qui se présentera peut-être un peu plus tard. Ou juste après vous. Merci beaucoup, Madame Bouquet. Alors, du coup, Madame Yafa. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Mariatou Yafa, donc je représente avec ma collègue le service d'appui RH de la Maison de l'Emploi Roissy Pays de France. On intervient, nous, donc à l'échelle de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Elle représente 42 communes. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci. Laure Maurice. Alors, du coup, je vois que votre micro est activé, pas votre caméra, mais du coup, on ne vous entend pas. Alors, on va vous laisser voir si vous avez un petit souci technique. On va passer la parole à Sandrine Dusset, peut-être. Oui, bonjour à tous. Je suis donc, moi, au service accompagnement des entreprises, adjointe donc, à la responsable à la TRIETS unité départementale du Val-de-Marne. Et dans le cadre de mes missions, j'ai notamment l'animation du réseau de l'offre de services RH. Et donc, je suis intéressée en particulier ce matin sur tous les outils de diagnostic handicap en entreprise. Très bien, merci. Est-ce que Laure, du coup, Maurice a réussi à activer son micro? Ah oui, pardon.
Allô. Oui. Voilà, on vous voit et on vous entend. C'est bien. Très bien. Donc, je suis Laure Maurice de la DETS 78. Je suis CDET, chargée du développement de l'emploi des territoires, donc sur le 78, plus en charge du bassin de Versailles-Saclay. Mais je viens d'avoir la responsabilité en plus d'être référente handicap sur le 78. Donc, je ne connais pas du tout ce secteur. Et voilà, je vais débuter avec cette première formation. Eh bien, très bien. Merci et bienvenue alors. Donc, merci à toutes. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, on a Madame Kerdal qui nous rejoint à l'instant. Donc, je la fais entrer comme ça, elle va pouvoir se présenter. Puis, on va laisser la main ensuite à la GFIP, à nos deux intervenantes. Alors, Madame Kerdal, Sylvie, vous êtes en train de vous connecter. Oui. Bonjour Madame Kerdal. Nous étions en train de faire un tour d'écran. Nous vous proposons de vous présenter simplement votre nom et votre structure. Bonjour. Alors, bonjour. Je ne sais pas. Alors, je viens juste d'arriver. Je suis vraiment désolée. Pas de souci. On ne vous laisse pas de répit. Hein. Voilà, c'est ça. Je suis Sylvie Kerdal. Je suis coordinatrice du service d'appui RH de Grand Paris Sud. Et je travaille à la Maison de l'Emploi et de la Formation de Grand Paris Sud. Parfait, merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, merci à toutes et à tous. On va laisser donc la parole à Stéphanie Bergerot de l'AGFIP Île-de-France, qui donc notre première intervenante, qui va donc vous présenter en quelques mots l'AGFIP Île-de-France et du coup son service d'accompagnement et de conseil aux entreprises. Donc, je vous laisse la main, Stéphanie. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Stéphanie Bergerot, chargée d'études et de développement au sein de l'AGFIP Île-de-France. Et je vous prie tout d'abord d'excuser Fouzia Bousna, notre déléguée régionale adjointe, qui tenait à être parmi nous ce matin et qui malheureusement a eu un impératif de dernière minute. Alors déjà, pour vous présenter l'AGFIP, c'est une association qui a été créée en 1987 à la demande des pouvoirs publics pour la gestion du fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc, nous sommes donc en charge de développer l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap avec cette fameuse OETH, donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ce fameux taux de 6% qui est demandé aux entreprises. L'AGFIP, c'est quoi? C'est 12 prestations à destination des entreprises et des personnes. Ce sont 19 aides financières aussi à destination des entreprises et des personnes. Nous sommes plus de 450 collaborateurs engagés au service de l'emploi et du handicap, répartis sur l'ensemble du territoire au sein de 14 délégations régionales sur 21 sites afin de couvrir l'intégralité du territoire. Nous avons une mission de service public, donc nous sommes l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des acteurs de l'emploi et du handicap afin de soutenir l'intégration du handicap dans les politiques publiques de l'emploi, de la formation et de la santé au travail. Donc, voilà. Nous avons développé en 2018 un service d'accompagnement et de conseil à destination des entreprises, notamment en l'occurrence des entreprises franciliennes. Donc, nous accompagnons les entreprises dans leur démarche handicap. Nous sommes en charge de les informer, de les conseiller, de les accompagner pour les aider à intégrer le handicap à la fois dans leur pratique de gestion de ressources humaines, mais aussi afin de développer les projets en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap en favorisant leur intégration. Au niveau du territoire francilien, vous allez avoir une ou deux chargées d'études et de développement qui sera entièrement dédiée à l'accompagnement des entreprises par département. Nous vous avons mis nos coordonnées à la fin de ce document pour vous permettre de rentrer en contact avec nous dès que vous en avez le besoin. Alors, juste une précision, je me permets de prendre la parole. Du coup, le support que l'on va diffuser tout au long de l'atelier vous sera envoyé à l'issue de la séance. Voilà. Et donc, effectivement, comme le dit Stéphanie, vous retrouverez l'ensemble des contacts AGFIP sur vos territoires. Voilà. Et donc là, je vais passer la main à Madina Gendoussi, chargée d'études et de développement au sein de l'AGFIP Île-de-France, qui va vous parler de cette fameuse OETH, donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Bonjour à tous, donc je me présente, Madina Gendossi, je suis chargée d'études et développement au sein de l'AGFIP Île-de-France. Donc, avant d'aborder la loi, les principales modifications de la loi qui sont concernées, comment se calcule la contribution et quelles sont les modalités de réponse à l'obligation d'emploi, j'aimerais tout d'abord présenter ou aborder quel est l'intérêt pour l'entreprise d'agir pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, comme nous le savons, l'état de santé peut avoir des conséquences directes sur l'activité d'un collaborateur. C'est pourquoi élargir le champ des possibles aux personnes en situation de handicap a des avantages aussi bien pour les collaborateurs que pour les entreprises. Donc, quand un employeur met en place des actions pour recruter, former, intégrer, accompagner ses collaborateurs en situation de handicap, elle répond déjà à l'obligation légale. Mais au-delà de ces enjeux légaux et économiques, la question du handicap est facteur de performance pour toute entreprise dans la mesure où elle incite à tenir compte des singularités, ce qui implique donc de réinterroger les pratiques et les process. C'est aussi expérimenter d'autres canaux de sourcing et méthodes de recrutement, tels que le recrutement basé sur la mise en situation professionnelle, ce qui permet de diversifier les profils et étoffer le vivier de candidature. Ça permet également de conserver et de pérenniser les compétences, par exemple en mettant les moyens nécessaires pour l'aménagement d'un poste de travail, dans le but de maintenir l'emploi du collaborateur en situation de handicap et éviter de ce fait la rupture du parcours professionnel. Donc, pour agir, les entreprises peuvent être accompagnées par des structures telles que le service public de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, qui peuvent intervenir dans le cas d'un maintien dans l'emploi ou dans le cadre de recherche de profil. D'autre part, le développement des partenariats avec les écoles et les universités peut constituer un autre moyen de sourcing, notamment pour les stages et l'alternance. Donc, ce qu'il faut retenir de cette slide, que s'engager dans une démarche d'emploi des personnes en situation de handicap représente pour l'employeur une opportunité pour qu'il puisse réaffirmer son ouverture à la différence et cette ouverture ou cette réaffirmation, elle contribue à améliorer le climat social, parce que dans ces cas-là, on s'intéresse aux sujets liés à la qualité de vie au travail, conditions de travail, bien-être, etc. Donc, je vous propose de passer à la slide suivante. À la slide suivante pour évoquer donc les évolutions majeures qui ont été apportées depuis 2018 pour soutenir le taux d'emploi direct de personnes en situation de handicap. Donc, le premier changement concerne la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc DOTH, ce qui indique que tout employeur, y compris les moins de 20 salariés, doivent effectuer mensuellement la déclaration d'emploi des travailleurs handicapés via la DSN, donc la déclaration sociale nominative. C'est donc auprès de l'URSSAF qu'une contribution annuelle est versée, qui est reversée par la suite à la l'AGFIP, qui utilise bien sûr cette contribution ou ces fonds pour financer des aides pour les entreprises et pour les bénéficiaires. Donc, l'objectif est de rendre visible, l'objectif de ce changement, c'est de rendre visible la mobilisation de tous les employeurs, les moins de 20 salariés et plus de 20 salariés, ce qui permettra d'établir une cartographie plus exhaustive de l'emploi des personnes en situation de handicap. Pour information, la déclaration se fait chaque année au mois de mars. Cette année, elle a été décalée au mois d'avril 2022 pour le paiement au mois de mai 2022. Donc, le deuxième changement concerne le taux d'emploi, donc le quota de 6% qui devient un taux plancher. Les employeurs de 20 salariés et plus sont concernés donc par ce taux de 6%. Et si l'objectif des 6% n'est pas atteint, ils doivent verser une contribution. Donc, ce taux, il est révisable tous les 5 ans uniquement à la hausse en fonction de la prévalence du handicap dans la population active et la situation des travailleurs en situation de handicap sur le marché du travail. Donc, la troisième modification concerne le calcul de l'effectif d'assujettissement. Donc, il y a eu un changement. Il est apprécié au niveau de l'entreprise qui devient le périmètre d'assujettissement. La notion donc d'établissement autonome disparaît, donc prise en compte uniquement du SIREN et non pas du SIRET.
les bénéficiaires d'emploi, les bénéficiaires d'obligations d'emploi de travailleurs handicapés, donc BOTH, sont pris en compte, quelle que soit la durée et la nature de leur contrat de travail, qu'ils soient en CDI, CDD, intérimaire, stage ou PMSMP. Donc, quelle que soit la nature, quel que soit le temps passé en entreprise, il est pris en compte dans le calcul de ces bénéficiaires. Donc, le calcul des effectifs se fait en moyenne annuelle, aussi bien l'effectif d'assujettissement que l'effectif BOTH. Il a été mis en place une valorisation pour l'embauche d'un salarié aussi en situation de handicap de 50 ans au plus. Cette valorisation, elle est de 1,5, c'est-à-dire qu'il est compté à 1,5 unité de bénéficiaires d'emploi en situation de handicap. Donc, le taux de 6% que nous avions évoqué correspond à l'emploi direct des personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature. Un emploi direct, parce qu'auparavant, avant 2020, donc avant la modification, on pouvait répondre à la loi, à l'obligation d'emploi, en embauchant, par exemple, 3% en embauche directe et 3% en faisant le recours au secteur adapté et protégé. Donc, si l'entreprise n'a pas réalisé ou n'a réalisé aucune action pendant 3 ans, donc avant 2020 et 5 ans après 2020, donc s'il n'a engagé aucune action, elle risque donc une contribution de 1 500 fois le SMIC qui s'applique donc à la 4e année. Et pour éviter cette surcontribution, l'entreprise peut accueillir un stagiaire sur une journée à travers le dispositif que vous connaissez peut-être, le Duo Day ou un jour, un métier. Et dans ce cas, elle doit procéder à la déclaration dans la DSN. La 5e modification concerne donc l'exonération de la contribution via les accords agréés, donc les accords agréés d'entreprise, de groupe ou de branche qui ont une durée de 3 ans, mais ceux-ci ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois à partir de 2020. Et pour les entreprises de 250 salariés, il y a une obligation de nomination d'un référent handicap. Un autre changement concernant la valorisation de la sous-traitance, donc le recours aux achats responsables vient en déduction de la contribution et ne constitue plus donc, comme une modalité de réponse à l'obligation d'emploi. Il y a eu aussi une autre modification concernant les dépenses déductibles qui ont été révisées. Nous sommes passés donc de 13 dépenses déductibles à 6 dépenses déductibles, dont 3 qui sont provisoires jusqu'au 31/12/2024. Nous avons également un autre aspect des ECAP, donc la modification de la valorisation des ECAP. Les ECAP, c'est les déductions, en fait, c'est les emplois qui sont considérés comme, ou alors qui sont revalorisés et qui viennent aussi en déduction du montant de la contribution. On peut passer à la slide suivante. Donc, comment répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap? Donc, plusieurs modalités existent. Nous avons soit en employant une personne en situation de handicap, quel que soit le type de contrat. Donc, nous avions cité CDI, CDD, alternance, intérim, stage ou période de mise en situation en milieu professionnel, donc ce qu'on appelle PMSMP. Soit par la signature d'un accord de branche, de groupe d'entreprises agréé, en prévoyant la mise en œuvre, bien sûr, d'un programme pluriannuel en faveur de l'emploi des travailleurs en situation de handicap et qui est en général d'une durée maximale de 3 ans et qui peut être renouvelé une seule fois. Soit par le versement d'une contribution financière annuelle pour chaque bénéficiaire manquant. On peut passer à la slide suivante. Alors, c'est celle-ci. Oui, tout à fait. Donc, sur cette slide, nous avons les personnes ou les bénéficiaires qui peuvent être considérés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs en situation d'handicap au titre de l'article 52.12-13 du Code du travail.
Donc, ils sont considérés bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les travailleurs reconnus handicapés, donc qui bénéficient de la RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé par la Commission des droits de l'autonomie et des personnes handicapées, donc CDAPH. Les victimes d'accidents de travail ou maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente, au moins égale à 10%, est titulaire d'une rente attribuée au titre de régime général de la sécurité sociale. Les titulaires d'une pension, allocation ou rente d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout régime de protection sociale obligatoire. Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, donc la AAH, les titulaires de carte mobilité d'inclusion mention invalidité, les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité et les sapeurs-pompiers volontaires bénéficiaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité. On peut passer à la slide suivante pour le calcul de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Tout d'abord, pourquoi ce changement? Pourquoi le changement de ce calcul? Le but de la réforme sur le calcul de l'effectif est de simplifier le mode de calcul qui s'aligne à la norme de droit commun, donc pareil que le Code de la sécurité sociale, et comptabiliser donc en effectif moyen annuel. Aussi, pour valoriser les bénéficiaires âgés de 50 ans et plus, permettant d'inciter les entreprises à recruter et maintenir en emploi des travailleurs en situation de handicap âgés, je dirais d'un certain âge, saisie mensuelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi en travailleurs handicapés, employés, quel que soit le titre quel que soit le type de contrat de travail, y compris les stages, les PMSMP, alternance, quelle que soit la nature du contrat. Donc, pour permettre un suivi mensuel via la DSN, bien entendu. Donc, dans notre exemple, un salarié embauché à temps partiel, donc à 80%, à partir de juillet de l'année N, est comptabilisé comme suit. Donc, on applique donc 0,8 qui correspond à 80% du temps partiel. Il a travaillé de juillet à décembre, ce qui nous fait 6 mois sur 12 mois. Donc, ça nous fait un calcul de BOTH qui est égal à 0,4. Si nous rajoutons le paramètre de l'âge, donc une personne qu'on recrute qui a 50 ans, par exemple, ou plus, on multiplie le 0,4, donc ce coefficient, par 1,5, puisque nous avions évoqué tout à l'heure que l'embauche d'un travailleur en situation de handicap de 50 ans et plus est valorisée à 1,5. On peut passer à la slide suivante pour le cas pratique. Donc, sur cette slide, nous avons donc des données, donc l'effectif d'assujettissement, BOTH, qui doit être employé, l'effectif BOTH, la contribution, donc le calcul de la contribution brute avant déduction, la définition du taux d'emploi, comment se calcule le taux d'emploi, et puis comment on arrive à la contribution nette après déduction. Nous avons les formules pour le calcul de ces données, et dans notre exemple, on prend une entreprise qui a 20 salariés. Donc, l'effectif d'assujettissement, c'est 20 salariés. Comment on calcule, dans ce cas, les bénéficiaires d'emploi des travailleurs handicapés qu'on doit employer? Donc, 20 salariés fois 6%, puisque 6%, c'est le taux d'emploi direct. Donc, nous devons employer une personne pour répondre à la loi et éviter de payer la contribution d'un travailleur en situation de handicap manquant. Donc, si on recrute une personne, ça veut dire qu'on a répondu à l'obligation d'emploi. Pourquoi 1? Parce que 20 fois 6%, ça nous donne 1,2. C'est toujours arrondi à l'entier inférieur, donc ce qui nous fait une personne. Donc, l'effectif BOTH, on prend donc l'effectif BOTH, non, plutôt l'effectif BOTH, oui, qu'on doit calculer, c'est, donc nous avons 0,25. 0,25, du coup là je me suis un petit peu… Alors 0,25, cet effectif BOTH, c'est un salarié en situation de handicap qui était présent à temps plein
3 mois dans l'année. Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, oui, j'ai pas précisé, en fait, le temps de présence qui est de 3 mois. Effectivement. Donc, ce qui correspond à 0,25. Pour le calcul de la contribution, nous prenons donc la personne qu'on doit embaucher, enfin, le nombre de personnes qu'on doit embaucher, c'est 1, moins 0,25, ce qui nous fait 0,75. 0,75, c'est le bénéficiaire manquant dans l'entreprise, fois 400, c'est le coefficient qu'on doit multiplier, qui correspond à l'effectif de l'entreprise. Donc, entre 20 et 250 salariés, on applique le coefficient de 400, fois le SMIC horaire qui correspondait à 2021, c'est un exemple de 2021. Donc, ce qui nous fait le coefficient des bénéficiaires manquants, 0,75, fois 400, fois le SMIC horaire qui nous donne 3144. Pour définir le taux d'emploi, nous prenons dans ce cas les 3 mois, donc le temps de présence sur l'année, le temps de présence sur la... Non, 0,25, oui, sur 20, pardon, sur 20 salariés, multiplié par 100, ce qui nous donne 1,2%. Donc, notre taux d'emploi des personnes en situation de handicap, il correspond à 1,2%. Et pour calculer la contribution nette, donc dans ce cas, nous n'avons pas des achats responsables ou des achats auprès du STPA, donc du secteur de travail protégé et adapté. Donc, c'est 0. Donc, nous avons un montant de la contribution nette qui correspond à 3144. Alors, peut-être rappeler effectivement, hein, Madina, parce que oui. beaucoup de chiffres et de formules oui. pour ce matin. J'espère oui. que nous n'avons pas perdu. Peut-être effectivement indiquer qu'il existe un simulateur tout à fait. Sur le site de la GFIP que vous pouvez retrouver et qui est assez simple d'utilisation et qui vous permet effectivement de calculer le montant, de calculer avec les entreprises le montant de la contribution. Tout à fait, ça peut donner une indication sur le montant de la contribution. Ça ne sera peut-être pas au centime près, mais c'est un bon exercice, c'est une possibilité d'avoir quand même un montant prévisionnel. Alors, du coup, vous parliez de recrutement, donc... Oui, donc on passe à la... Tout à fait. Donc, comment trouver finalement des profils en situation de handicap. Donc, le recruteur ou les personnes chargées du recrutement peuvent consulter les sites Internet, notamment le site de la GFIP qui a une plateforme ou une candidathèque assez riche qui est dédiée aux personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi sur le site de l'APEC et le site Un jeune, une solution. Donc, l'important dans la publication des annonces, c'est de préciser et d'écrire les contraintes et les exigences de chaque poste et formaliser dans toutes les offres l'ouverture des postes aux candidatures de personnes en situation de handicap. C'est aussi cibler les compétences plutôt que les diplômes en s'appuyant sur les méthodes comme j'ai cité au début de la présentation sur la mise en situation professionnelle. C'est solliciter aussi les entreprises de travail temporaire, les entreprises adaptées de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion. C'est possible aussi en construisant le réseau, son propre réseau, faire connaître l'entreprise, les métiers, ses engagements en faveur du handicap, rejoindre le réseau des référents handicap de la GFIP, par exemple, et les clubs d'entreprise. Ça peut être aussi par l'appel ou la sollicitation des structures spécialisées comme Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, les agences d'intérim ou les associations de personnes en situation de handicap. Ça peut être également, comme nous l'avions évoqué, se rapprocher des écoles, des centres de formation, donc CFA, aux universités, écoles spécialisées, et centres de rééducation professionnelle ou centres de formation comme l'AFPA. Alors, petite précision, effectivement, je ne sais pas si vous avez connaissance de l'actualité donc de Pôle emploi et de Cap emploi, donc qui fonctionnent
qui portent d'une même voix maintenant l'accompagnement donc des personnes en situation de handicap et les employeurs. Donc voilà, aujourd'hui on parle de lieu unique d'accompagnement, donc une porte d'entrée unique voilà, pour Pôle emploi et Cap emploi, donc porte d'entrée unique à la fois pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les entreprises. Donc c'est important de pouvoir effectivement communiquer auprès des entreprises et leur dire effectivement qu'aujourd'hui, l'accompagnement se fait en synergie. Excusez-moi, je me permettais cette petite parenthèse. Non, mais vous avez bien raison. Vous avez bien raison. C'est bien vu. Donc, on passe dans ce cas à la sous-traitance auprès du secteur adapté et protégé. Donc, une petite précision, l'entreprise, certes, elle ne peut plus répondre à l'obligation d'emploi par l'achat responsable ou le secteur adapté protégé, mais elle peut valoriser donc, les contrats d'achat de biens et de services conclus auprès des entreprises adaptées et des services donc d'établissements d'aide par le travail, ou bien aussi auprès des travailleurs indépendants en situation de handicap. Donc, cette valorisation, on a dit tout à l'heure qu'elle vient en déduction de la contribution, à condition, bien sûr, il y a des conditions. Donc, l'entreprise qui peut déduire, elle peut déduire sa contribution à raison de 30% du coût de la main-d'œuvre de la facture. Donc, supposons que vous avez une facture de prestation ou de service d'une entreprise adaptée. Donc, le coût qui sera pris en charge, c'est 30% du coût de la main-d'œuvre seulement. Et ce coût de la main-d'œuvre est aussi conditionné par le taux d'emploi de chaque entreprise. Si le taux d'emploi, par exemple, d'une entreprise il est inférieur à 3%, le plafond qu'elle peut déduire, c'est 50% de la contribution due. Et si l'entreprise a un taux d'emploi supérieur à 3%, elle peut déduire 75% de la contribution. Nous allons avoir des exemples plus concrets dans les slides suivantes. Un autre détail, donc certes, le recours aux entreprises adaptées ne permet plus de répondre à l'obligation d'emploi, mais il reste un moyen permettant à un salarié d'une entreprise adaptée d'intégrer une entreprise ordinaire via le CDD tremplin. Donc, c'est un dispositif de 2018 et c'était en expérimentation. Il consiste à ouvrir à des entreprises adaptées volontaires la possibilité d'expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles en proposant ce CDD tremplin qui a pour objectif, bien sûr, de faciliter ce passage au milieu ordinaire. Voilà, donc ça peut être aussi un autre moyen de sourcing finalement. Donc, je continue sur la sous-traitance auprès du secteur adapté et protégé. Donc, la modalité, si par exemple une entreprise a comme pour seule action ou seule modalité d'action, on va dire, envers les personnes en situation de handicap, les achats responsables, donc c'est la seule action qu'elle effectue, elle peut en fait on va dire, elle peut mettre en place cette action, mais l'entreprise, si elle n'effectue aucune autre action que le recours aux achats responsables, pour éviter la surcontribution, le montant minimum de main-d'œuvre requis devra être égal ou supérieur à 4 années fois 600 fois le SMIC horaire de l'année. Ce qui veut dire, enfin, autrement dit, si une entreprise elle fait recours au secteur adapté et protégé et ne fait aucune autre action envers l'emploi des personnes en situation de handicap, elle doit, sur une durée de 4 ans, réaliser un chiffre d'affaires ou, oui, on va dire le montant minimum de la main-d'œuvre, parce que c'est que le montant de la main-d'œuvre qui est pris en compte. Il doit être égal à 4 fois 600 fois le SMIC horaire de l'année en cours. Voilà, donc pour être exonéré de la surcontribution. J'espère que c'est clair, sinon je referai une explication par la suite. Nous avons de toute façon un exemple juste après la slide, juste après cette slide. Donc voilà. Sur la surcontribution, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est bien celle-là, oui.
Donc, pour éviter la surcontribution en ayant recours à la sous-traitance, comme je l'expliquais, par exemple, sur la première partie, nous avons une entreprise qui a réalisé auprès du secteur de travail protégé et adapté 1 550 €. Ce montant minimum, donc il correspond à 600 fois le SMIC horaire. Ça veut dire qu'on obtient 6 090 €. Sur les 4 ans, elle a réalisé uniquement 1 750 €. Là, l'entreprise, elle se voit appliquer un coefficient de surcontribution de 1 500. Ça veut dire que 1 500 fois le SMIC. Et si pendant 4 ans, elle réalise un chiffre ou un montant de la main-d'œuvre qui correspond à 7 650 €, à ce moment-là, on lui applique un coefficient qui correspond soit à 400, 500 ou 600, donc tout dépend de l'effectif de son entreprise. Alors, du coup, ce que je vous propose, Madina a préparé deux exemples de cas, deux cas pratiques. Peut-être que certains d'entre vous ont des questions par rapport à la présentation de Madina, avant de passer au cas pratique, puisque les exemples, vous les retrouvez, mais je me dis que vous avez peut-être des questions au regard des différents chiffres et des méthodes de calcul qui sont présentées là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formules, beaucoup de calculs. Moi, j'ai des questions. Ouais, excusez-moi. Oui. J'ai une question par rapport au duodé. C'est quoi l'impact du duodé? Je n'ai pas bien compris par rapport à l'obligation d'emploi. Alors, le duodé, si par exemple une entreprise qui n'a pas encore effectué d'action ou qui n'a pas engagé d'action envers les emplois, envers les personnes en situation de handicap, recrutement ou autre, elle peut mobiliser ce dispositif pour répondre à l'obligation d'emploi et éviter la surcontribution. Ah, c'est pour éviter la surcontribution. Oui. D'accord. Avec le duodé, il y a une convention de stage, ce qui veut dire que par conséquent, la personne qui est accueillie lors du duodé sera rentrée en DSN par les services RH. Okay. Donc, effectivement, il contribue à 0,0 quelques %. Cependant, lorsque le contrôle sera effectué, les URSSAF allant jusqu'à 4 chiffres après la virgule, pour le coup, il permet d'éviter la surcontribution. D'accord, ok. Ok, et d'accord, ça c'est la première question. Et deuxième question, par rapport aux bénéficiaires, on parle de ceux qui sont bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés, il y a plein de choses, mais il n'y a pas les moins de 20 ans, c'est-à-dire ceux qui seraient bénéficiaires d'une allocation enfant handicapé et qui pourraient pour autant être en formation, et du coup, ils ne sont pas comptabilisés dans la liste? Alors, en fait, là, ils ne sont pas comptabilisés dans la liste puisque maintenant, allocation enfant adulte handicapé, en fonction de l'âge, donne le droit à la fameuse RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ce qui fait qu'un jeune qui aurait 16 ans, qui serait en formation, qui rentrerait en stage dans l'entreprise, accolé à son allocation enfant handicapé, pourra faire la demande, c'est même parfois des fois automatique, pourra bénéficier de la fameuse RQTH. Ce qui fait qu'il pourra être reconnu par l'entreprise comme bénéficiaire de l'obligation d'emploi. D'accord. Ça veut dire qu'il doit s'adresser. Du coup, il s'adresse à la MDPH pour avoir cette RQTH. Alors, il s'adresse à la MDPH et des fois, lors des conseils qui leur sont donnés, c'est quasiment automatique. Si on prend l'exemple d'un jeune qui serait dans un lycée professionnel en mécanique, je vous donne un exemple que j'ai en entreprise. Pour le coup, il est en formation continue, il effectue des stages. Le référent handicap de l'école l'a accompagné pour faire cette demande de RQTH qui s'est fait de façon automatique, ce qui fait que lorsqu'il est rentré en stage dans un garage, eh bien, le garage a pu le valoriser comme étant bénéficiaire de l'obligation. D'accord, donc c'est assez simple en fait. Enfin, c'est assez simple. Pour le coup, là, le rouage administratif est relativement simple. Ok. Mais c'est quoi, quand on regarde la liste, on se dit mince, ils ne sont pas dedans, mais en fait, ils y sont finalement. Ok. En fait, ils y sont, oui. D'accord. Et juste, excusez-moi, mais je ne suis peut-être pas la seule, mais est-ce que vous pourriez réexpliquer très rapidement la question du calcul du taux d'emploi? Alors, on va revenir juste derrière, puisque quand on parle de diagnostic, c'est une question qui est posée et on va juste revoir cette notion d'effectif d'assujettissement
sur effectif BOETH. Ok, très bien, merci. Merci Béatrice pour vos questions. Est-ce que d'autres, je vois Daniel Richin. Oui, j'avais une question sur les pourcentages qui devraient être éclairés par la suite, donc ça va attendre. Par contre, j'avais une petite question parce que j'ai beaucoup plutôt de petites PME, du coup, dont une bonne partie utilise le titre emploi-service de l'URSSAF ou le chèque emploi associatif pour les employeurs associatifs. Et du coup, je me demandais comment ils pouvaient valoriser les stagiaires ou les services civiques en DSN, vu qu'on ne peut pas les rentrer ils ne rentrent pas dans ce logiciel. Est-ce que de fait, c'est exclu parce que les possibilités, ou est-ce que vous avez déjà eu le cas et des solutions pratiques là-dessus? On n'a pas eu le cas. On va creuser avec l'URSSAF pour revenir vers vous. Maintenant, à partir du moment où une entreprise accueille finalement une personne, elle a un titre. Si elle est en stage, pour le coup, dans ces cas-là, en DSN, on rentre un stagiaire. Oui, le truc, c'est... que là, je vais essayer d'être alors c'est peut-être moi qui mélange deux choses, hein, la gestion de paye, c'est pas ma spécialité. Mais du coup, justement, comme la plupart des stagiaires ne sont pas rémunérés, sauf gratification supplémentaire, blablabla, pas d'obligation de fiche de paye et pas d'obligation... Enfin, ils ne rentrent pas nécessairement dans les logiciels. Alors, en fait, ils ne rentrent pas forcément dans les effets. Voilà, on ne déclare pas de contrat et de fiche de paye. On ne déclare pas de contrat avec fiche de paye. Par contre, on rentre un stagiaire. Et c'est là où il est possible de les rentrer en tant que bénéficiaire de l'obligation d'emploi au titre des stages. On va faire quand même une requête auprès de l'URSSAF pour voir exactement comment on le rentre. En tout cas, moi, je sais que les entreprises que j'accompagne qui sont dans ce cas-là les rentrent en tant que stagiaire, qu'il y ait ou non fiche de paye ou un besoin de fiche de paye derrière. Ouais, parce que là, comme la DSN part directement du logiciel, vous voyez, c'est... je ne sais pas. C'est un peu le même exemple que la PMSMP, la période de mise en situation professionnelle. Donc, c'est une personne demandeur d'emploi qui travaille sur son parcours, qui a besoin de réaliser cette période de mise en situation professionnelle pour valider son parcours. Cette personne est toujours rémunérée via la RE de Pôle emploi. Cependant, l'entreprise peut l'enregistrer en tant que bénéficiaire de l'obligation d'emploi au titre du stage. Donc là, je verrai même si on peut vous donner les codes bloc contrat. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Oui, je sais, mais ça, pour le coup, les entreprises... Alors après, je verrai avec l'URSSAF, mais... Et juste, question bonus qui va avec, c'est les services civiques, c'est pris en compte ou pas? Si la personne est en situation de handicap. Oui, bien sûr, pour les personnes en service civique qui seraient en situation de handicap. Ok, merci. Du coup, Stéphanie, vous vous renseignez pour en savoir un petit peu plus, peut-être? Oui, et notamment vous donner peut-être les renseignements plus précis au niveau de l'URSSAF, au niveau de la DSN, quel bloc contrat il faut renseigner, à quel niveau est-ce qu'il faut le renseigner. Merci. Du coup, les coordonnées seront transmises. Hein. Vous aurez les coordonnées de Stéphanie et à l'inverse, Stéphanie disposera de vos coordonnées peut-être pour vous faire un retour. Voilà. Merci. Je vais dire ce qu'on vous propose même en fonction de vos questions. L'avantage, c'est que cette séquence étant enregistrée, on vous propose de vous faire une FAQ. Donc, à l'issue, on répertoriera les différentes questions et on vous apportera une réponse éclairée. Merci. On a Madame Maurice qui lève la main. On vous laisse la parole. Oui. Je n'ai pas très bien compris la différence entre la contribution et la surcontribution dont vous parliez tout à l'heure. Je m'excuse, c'est peut-être basique comme question, mais... Il n'y a pas de question basique. Hein. Toute question est intéressante. Alors, je peux répondre. Donc, la contribution... Alors, l'entreprise doit employer 6% dans son effectif de personnes en situation de handicap. D'accord? Donc, lorsqu'elle n'atteint pas ce taux de 6%, elle paye une contribution.
Donc, la contribution, le montant, c'est la différence entre les personnes en situation de handicap existants et ce qui manque à l'entreprise pour atteindre le taux de 6%. Ça, c'est la contribution. La surcontribution, si une entreprise n'a fait ou n'a employé ou n'a effectué aucune action d'emploi des personnes en situation de handicap. Enfin, quand je dis emploi, mais ça englobe aussi la sensibilisation et d'autres aspects d'action envers les personnes en situation de handicap. Si elle n'a effectué aucune action pendant 4 ans, elle se voit appliquer un coefficient de 1500 qui correspond à la surcontribution. C'est ce fameux coefficient multiplicateur dont vous parliez tout à l'heure. 2500. 400, 500 ou 600, la surcontribution et le coefficient multiplicateur de 1500 lorsque on ne recense pas durant les 4 années de bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sein des effectifs et qu'il n'y a pas le minimum d'achat réalisé auprès du secteur protégé adapté. Vous, pour les entreprises qui vous concernent, le coefficient multiplicateur est de 400. Donc, c'est le nombre de bénéficiaires manquants dans les effectifs fois 400 fois le SMIC horaire de l'année N. On peut revenir, si vous voulez, sur la slide laquelle, où c'était bien précisé. Oui, sur la slide 16, juste pour évoquer. Voilà, pour repréciser, si vous voulez, par rapport aux entreprises qui ne font aucune action d'emploi direct ou autre action. Donc, sur les 4 années, si une entreprise a effectué des achats à hauteur de 1750, donc elle n'a pas atteint 6090, ce qui correspond au minimum qu'une entreprise doit atteindre pour éviter la surcontribution. Elle se voit appliquer ce coefficient de 1500. Si elle a effectué des achats qui correspondent au minimum 6090, dans ce deuxième exemple, on est à 7650. Donc, déjà, elle a dépassé largement le minimum. Donc, elle échappe en quelque sorte à ce coefficient de 1500, mais elle se voit quand même appliquer un coefficient de 400, 500 ou 600. Tout dépend donc de l'effectif de son entreprise. Voilà, donc pour éviter la surcontribution, l'entreprise doit effectuer un minimum de 6090 € sur les 4 années. Je ne sais pas si c'est plus clair ou… Oui, merci bien. Oui. Merci. Je n'avais pas vu la nuance entre les deux, mais merci. Peut-être que je suis allée un peu trop vite sur la slide. Alors effectivement, c'est un petit peu technique, toutes ces formules. Donc le fait que vous ayez le support à la suite, ça va vous permettre de disposer des exemples. Et puis comme on le précisait, la GFIP reste à votre disposition pour vous éclairer. Oui. Merci Madina pour cette présentation. Donc sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie donc, de cet atelier sur la question du diagnostic en entreprise, qui était un sujet de préoccupation pour les uns et les autres, pour pouvoir accompagner, conseiller les entreprises que vous accompagnez donc, dans la réalisation d'un diagnostic handicap. Donc, je vais laisser la parole à Stéphanie qui va vous présenter donc, un outil qui est à votre disposition, qui est l'outil d'autodiagnostic handicap. Je vous laisse la main, Stéphanie. Parfait. Donc là, l'idée est de voir comment vous allez pouvoir réaliser un autodiagnostic handicap avec l'entreprise, donc avec l'entreprise que vous accompagnez, et de savoir quel est cet autodiagnostic. Alors, au niveau de la slide, on peut peut-être se mettre sur la slide de l'autodiagnostic. Ah, pardon, excusez-moi. L'autodiagnostic, c'est un outil que nous avons développé donc, en collaboration avec l'État. Le but, c'est quoi? C'est de réaliser le bilan des actions handicap avec cet outil clé en main qui va permettre de cartographier les actions de l'entreprise autour de 6 axes. Alors déjà, pourquoi 6 axes? 6 axes, en règle générale, ce sont les 6 axes sur lesquels repose une politique d'emploi handicap. On va avoir tout d'abord le premier axe qui est intégrer le sujet du handicap dans la stratégie de l'entreprise. L'axe 2, sensibiliser et informer sur le sujet du handicap.
L'axe 3, recruter et intégrer un collaborateur en situation de handicap. L'axe 4, prévenir les risques professionnels et maintenir en emploi. L'axe 5, l'accessibilité au sens large. Et l'axe 6, développer les relations auprès du secteur protégé et adapté. Ici, vous trouverez le lien qui vous permet de réaliser avec l'entreprise cet autodiagnostic. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question de l'autodiagnostic? Puisqu'à un moment donné, l'entreprise, on se rend compte qu'un certain nombre d'entreprises réalisent de façon isolée, sans s'en rendre compte, sans qu'il y ait une politique définie derrière, des actions à destination du handicap et ne savent pas forcément quels sont les leviers à mettre en avant, quels sont les freins et sur quelles actions pourraient être mises en place afin de répondre à cette fameuse obligation d'emploi. Cet autodiagnostic, vous pourrez le réaliser, il est en accès libre, je vous invite à le réaliser avec chacune de vos entreprises. L'idée là ne va pas être de vous présenter l'ensemble des questions de l'autodiagnostic, mais plutôt de vous dire pourquoi est-ce qu'on pose telle question, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on va pousser la réflexion de l'entreprise sur le sujet afin que des actions puissent être mises en place derrière pour répondre à la fameuse obligation d'emploi. Donc, si on passe à la slide suivante, on va voir qu'une fois qu'on clique sur le lien, donc qui est sur mon parcours handicap, tout d'abord, il va falloir renseigner les informations de la structure, le département, la taille de la structure, le secteur d'activité et le taux d'emploi des personnes en situation de handicap. C'est pour ça qu'on va revoir comment est-ce qu'on recalcule ce fameux taux d'emploi. Là, vous avez vu qu'en plus, vous sont proposés des fourchettes de taux d'emploi. Donc, le taux d'emploi, si on regarde, c'est l'effectif BOETH, donc l'effectif bénéficiaire de l'obligation d'emploi, dans lequel on intègre aujourd'hui au sens large les personnes en stage, les personnes en alternance, les fameuses périodes de PMSMP, période de mise en situation professionnelle, les préparations opérationnelles à l'emploi ou autres, divisé par l'effectif d'assujettissement de l'entreprise. La grande nouveauté par rapport à avant, c'est que maintenant, tout se calcule en moyenne annuelle, pour ceux qui avaient l'habitude de faire les calculs au 31 décembre. Donc, c'est l'effectif bénéficiaire de l'obligation d'emploi divisé par l'effectif d'assujettissement fois 100, ce qui vous donne le taux d'emploi de l'entreprise. Au niveau du questionnaire, les premières questions vont porter sur l'axe 1, intégrer le sujet du handicap dans la stratégie de l'entreprise. Notre objectif, c'est de savoir si, tout d'abord, ce sujet est porté par votre contact, porté par le référent handicap, si un a été nommé, ou bien par l'entreprise. On va toujours accentuer sur cette première question, à quel niveau, sur une échelle de 1, pas du tout porté, à 4, totalement porté. Estimez-vous que le sujet du handicap est porté par la direction? Pourquoi est-ce qu'on se pose par la direction? Car cela fait partie de la stratégie de l'entreprise, permettra de mettre en place des actions. On sait que si c'est un sujet qui n'est pas du tout porté, un des premiers axes sera justement de comment sensibiliser la direction à ce sujet pour pouvoir mettre en place des actions. Ensuite, on va aller se questionner sur les raisons pour lesquelles l'entreprise est engagée sur le sujet du handicap. Ça va vous donner des indicateurs. Est-ce que c'est pour le respect de l'obligation d'emploi? Ce fameux taux de 6% qui fait bien évidemment référence à une contribution, voire malheureusement une surcontribution. Est-ce que c'est l'engagement de l'entreprise au niveau de ses RSE? On sait que le handicap fait partie d'une diversité qui est une branche de la RSE. Est-ce que c'est pour renforcer le sentiment d'appartenance et la cohésion des salariés de l'entreprise? Est-ce que c'est juste un sujet intégré dans le dialogue social de l'entreprise, où là, c'est déjà intéressant. Ça veut dire que ça fait partie d'une démarche proactive de l'entreprise, que des négociations peuvent même déjà être engagées. Ou bien est-ce que c'est tout simplement pour diversifier le recrutement, attirer les nouveaux talents et les nouvelles compétences de demain? Après, on va se poser la question de sur quels axes l'engagement de l'entreprise et sur quels axes est-ce que l'entreprise est-elle déjà engagée? Pourquoi est-ce qu'on se pose des questions? Là, on revoit évidemment que ce sont les différents axes finalement de la politique emploi-handicap. Le recrutement, la prévention des risques professionnels et le maintien dans l'emploi, partenariat avec le secteur protégé adapté, l'accessibiliser ou bien la sensibilisation et l'information. Ce sont des éléments qui sont importants pour vous. Pourquoi?
puisque si l'engagement de l'entreprise porte sur le recrutement de personnes en situation de handicap, l'idée étant de savoir derrière si les contacts, les partenariats, notamment en externe, ont bien été menés, notamment à destination du SPE ou bien à destination d'entreprises, de CRP ou autres. La prévention des risques professionnels et le maintien dans l'emploi pourrait aussi sous-entendre que des personnes en situation de handicap sont déjà identifiées au sein de l'entreprise et pourraient l'être, et que par conséquent, il faut peut-être processer cet accompagnement des salariés, justement, pour maintenir le parcours en entreprise, pour qu'il n'y ait pas de rupture, ou bien accompagner le parcours en externe. Et les partenariats avec les entreprises adaptées, on l'a vu déjà tout à l'heure avec Madina, l'idée c'était de se dire qu'on peut réaliser des achats auprès du secteur adapté et protégé. Maintenant, on peut aussi réaliser, j'allais dire, du pré-recrutement. Demain, une entreprise adaptée ou bien un ESAT peut mettre à disposition ses salariés à destination de l'entreprise. Si on parle que chiffres, ça comptabilise comme de la collaboration auprès du secteur adapté et protégé, ça vient en déduction de la contribution. C'est surtout une façon d'intégrer ce salarié-là, d'être accompagné par l'entreprise adaptée, par les ESAT, dans le cadre de ce contrat de mise à disposition. Et si ça match entre l'usager et l'entreprise, dans ces cas-là, l'entreprise pourra envisager un recrutement interne. Donc, c'est aussi une façon d'intégrer le handicap différemment dans l'entreprise. Est-ce que la question ne se pose que sur l'accessibilité, parce qu'il y a une volonté de l'entreprise de communiquer, de travailler sur cette marque employeur, d'être plus ouvert, de répondre à ses obligations légales, où on le verra un peu plus loin, l'accessibilité. Si on est un ERP, il y a une obligation, et c'est de se dire demain, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise est au stade de la sensibilisation et de l'information? Est-ce que je commence à communiquer auprès de mes salariés sur la thématique du handicap afin de favoriser demain l'emploi direct qui me permettrait de répondre à cette obligation d'emploi? Donc là, ce sont autant d'indicateurs qui vous permettront de cibler où l'entreprise veut aller, une fois de plus, mettre en exergue les freins et les leviers à la mise en place d'une politique handicap et répondre au mieux aux besoins de l'entreprise derrière. Après, on va aller sur l'entreprise s'est-elle engagée cette année sur des actions pour l'emploi de personnes en situation de handicap? On balaye les actions larges. Une fois de plus, ça va vous permettre de savoir où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on parle de sensibilisation? Une communication a-t-elle été réalisée aux salariés de l'entreprise? Et vous, pour aller plus loin, à quel type de salariés? Est-ce que c'était la direction? Est-ce qu'on parlait des managers? Est-ce qu'on parlait des salariés? Quelle était la volonté de cette sensibilisation et quand est-ce qu'elle a été faite? Est-ce que c'est durant, j'allais dire, les temps forts du handicap, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap? Est-ce que c'était la mise en place du DUOD? Est-ce que l'entreprise avait un autre calendrier? Est-ce qu'elle communique régulièrement? Ça vous permet aussi de voir l'engagement de l'entreprise. Ensuite, a-t-elle participé à des salons de recrutement, des forums d'emploi? Étaient-ils des forums 100% travailleurs handicapés? Quels en étaient les résultats? Quel était le ressenti? Est-ce que l'entreprise était aussi bien préparée à mener à bien ces entretiens de recrutement? Est-ce qu'il y a eu des actions, des maillages, j'allais dire, avec les partenaires du territoire en termes de recrutement, d'aménagement, de sensibilisation? Est-ce qu'elle a eu un recours toujours au secteur de travail protégé adapté? Est-ce qu'elle a accueilli des stagiaires au sens large, période de mise en situation professionnelle, contrat d'apprentissage ou autre? Est-ce qu'elle a intégré le sujet du handicap dans ses appels d'offres? Des mentions peuvent être faites, des mentions sont faites de plus en plus au niveau de contrats d'insertion. Là, il est possible de mettre dans ces marchés, dans ces appels d'offres, la volonté que l'entreprise partenaire ait dans ses effectifs des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap, ou bien est-ce que c'était sous différentes formes d'emploi? Là, tout cet axe 1, on va voir après, on va aller sur comment votre entreprise associe-t-elle ses salariés et les représentants du personnel au sujet du handicap? Pourquoi est-ce qu'on pose cette question à ce niveau-là? En fonction déjà de la taille de l'entreprise, on sait qu'intégrer les salariés, ou en tout cas les représentants du personnel, va permettre de faire bouger les lignes, d'inclure la démarche dans une démarche d'entreprise, de montrer que c'est aussi une volonté de stratégie d'entreprise. Ce sera plus facile demain pour répondre à l'obligation d'emploi. Et quel que soit le climat social, on sait qu'engager le dialogue sur ce sujet va permettre la mise en place d'actions et va permettre aussi de mettre en avant
l'engagement de l'entreprise en interne et parfois aussi en externe quand on va un peu plus loin. Et n'oublions pas que plus chacun se sent concerné, plus les choses se mettent facilement en place derrière et on obtient une adhésion aussi du collectif de travail sur ce sujet-là. Après, quelles sont les ressources nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues? Est-ce qu'elles ont été identifiées? Là, l'idée pour vous, c'est de savoir est-ce que les impacts ont été mesurés, ont été identifiés, que ce soit au niveau financier, matériel, humain, organisationnel ou technique. Est-ce que l'entreprise a pris conscience que mettre en place une politique emploi-handicap, ça nécessite aussi des ressources. Il peut y avoir de la mobilisation qu'elle soit en interne ou en externe, et que cette mobilisation permet d'inclure la stratégie dans la politique handicap, dans la stratégie d'entreprise. Mais c'est avoir conscience que travailler sur le handicap, c'est aussi mobiliser des ressources. Donc, tout cet axe-là, aller en profondeur sur tout cet axe-là, poser des questions, vous permet de savoir où en est l'entreprise. Et ça va vous permettre des fois de revenir sur la première question qui est comment le sujet est porté au niveau de l'entreprise. On se rend compte des fois qu'en creusant sur les différents sujets, le sujet n'est peut-être pas beaucoup porté ou est peut-être porté par une personne qui se sent un peu seule et qui aurait besoin de l'appui de la direction, ou en tout cas qu'elle soit confortée pour pouvoir aller dans cette direction-là. Ensuite, on va passer… Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cet axe-là? Excusez-moi, juste une question. Du coup, j'ai vu que les stagiaires de 3e font aussi partie des personnes concernées. On a vu vous l'avez évoqué. D'accord. Ouais. Et on en avait parlé tout à l'heure, notamment parce que les stagiaires de 3e sont bénéficiaires de l'AEH. Et par conséquent, on peut faire cette demande. Oui, effectivement, ça rejoint la question. Voilà, ça rejoint la question du début. Oui, c'est là où on va conjoindre. Je pensais plus à des jeunes plus âgés par rapport à des alternances ou autres, mais ça concerne aussi effectivement même démarche. D'accord, merci. Même démarche, puisque ce stage de 3e permet de conforter le parcours, de commencer l'intégration en entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'on rentre dans cette démarche-là. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres demandes de précision peut-être? Alors, il nous reste globalement une quinzaine de minutes pour cet atelier. Donc, du coup, on va avancer. On va passer aux autres axes. Et vous retrouvez les questions. De toute façon, voilà, Stéphanie essaye de vous présenter dans les grandes lignes, mais le questionnaire est dense. Donc, et puis, donc, il est accessible en autonomie. Je vous laisse, Stéphanie, poursuivre sur l'axe 2, du coup. Oui. Merci. L'axe 2 porte sur la sensibilisation et l'information sur le sujet du handicap. Si un collaborateur dans votre entreprise a une question sur le sujet du handicap, un interlocuteur privilégié, à qui s'adresser? Est-ce qu'il a été identifié? L'idée, c'est de savoir, est-ce que dans l'entreprise, il y a déjà un référent handicap? On sait qu'ils sont obligatoires pour les entreprises de plus de 250. Maintenant, on a un certain nombre d'entreprises de moins de 250 qui nomment un référent handicap. Est-ce que c'est une personne des ressources humaines? Est-ce qu'il s'agit, pourquoi pas, d'un IRP? L'idée, il peut aussi porter plusieurs noms, référent handicap, référent diversité, correspondant. Mais la question, c'est est-ce qu'il a été déjà identifié en interne? Est-ce qu'il a été identifié par les collaborateurs? La communication a-t-elle été faite? Ça, c'est un des sujets importants quand on veut commencer à parler du handicap. Ensuite, comment votre entreprise organise-t-elle des actions de sensibilisation auprès des salariés de l'entreprise? Ça va permettre de se rendre compte là, de la temporalité des actions. Je vous en parlais juste avant. Est-ce que ce sont durant les moments clés et relayés nationalement, la fameuse Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la SEPH, ou bien du OD? Est-ce qu'il y a des rendez-vous réguliers? Est-ce qu'elles sont mutualisées avec des actions, par exemple, de prévention du handicap? Là, il faut avoir en tête qu'il est toujours préférable d'avoir des communications régulières sur le sujet pour acculturer ses collaborateurs au sujet, ce qui favorisera l'intégration, le maintien dans l'emploi, ou bien aussi la reconnaissance de certains collaborateurs auprès des ressources humaines, plutôt qu'une grosse action une fois dans l'année qui risque de s'essouffler derrière. Donc ça, c'est plus important pour porter une dynamique au sein de l'entreprise. Ensuite, parmi les différents interlocuteurs internes à votre entreprise, lesquels ont été sensibilisés?
Cette question n'est pas là pour rien. On se rappelle des axes. Pourquoi? Puisque lorsqu'il y a ces différents services présents dans l'entreprise, il est important qu'au moins les responsables d'équipe, les représentants de ces services aient été sensibilisés à la thématique du handicap, mais aussi à la volonté, à la démarche de l'entreprise sur ce sujet. Pourquoi? Puisque en fonction des différents axes, ils pourront être partie prenante à un moment donné de la politique emploi-handicap et auront besoin de mettre des actions en place qui ne seront pas forcément que le recrutement. Votre entreprise a-t-elle sensibilisé les acteurs externes ci-dessous, les clients, les entreprises ou autres? Là, la sensibilisation des acteurs externes permet de travailler sur la marque employeur de l'entreprise et de faire savoir qu'il s'agit d'un sujet d'entreprise, qui est un sujet qui est important, qui est traité en interne par l'entreprise. Et ça rend visible l'engagement de l'entreprise et favorise évidemment également la mise en place d'actions, le but d'un diagnostic étant de toute façon le passage à l'action derrière. Ensuite, on va aller sur à quel niveau? Sur une échelle de 1 à 4, toujours, le sujet du handicap est-il pris en compte dans la politique et les pratiques de recrutement de l'entreprise? Donc là, on dissocie cette question de tout à l'heure de savoir si le sujet était porté. Et là, on revient sur un peu la question d'avant. Est-ce que les recruteurs ont été sensibilisés? Est-ce que les offres d'emploi présentent les postes, les contraintes de poste? La politique handicap est-elle visible en interne et en externe? Une mention handi accueillante est-elle présente sur l'ensemble des annonces? Puisqu'on sait que pour n'importe quel type de poste, quand on se lance dans le recrutement, si on met ce type de mention, il faut qu'elle soit mise partout, sinon on rentre dans le cadre de la discrimination. Est-ce qu'on fait preuve de bienveillance sur les besoins, notamment les besoins des collaborateurs? La fiche de renseignement a-t-elle été mise en place, notamment dans le cadre d'un recrutement? Le sujet est-il pris en compte, est-il abordé lors des entretiens professionnels? Le livret d'accueil a-t-il été développé, ajusté en ce sens? Ensuite, dans vos pratiques de recrutement, que faites-vous pour recevoir davantage de candidatures de personnes en situation de handicap? Bien, tout d'abord, là, la question qui se pose, c'est est-ce que la rédaction des offres a été revue? Pratique handi accueillante, présentation des contraintes de poste. Est-ce que la diffusion est bien réalisée auprès des différents acteurs du SPE, que ce soit les missions locales et maintenant le lieu unique d'accueil, Cap Emploi, Pôle Emploi, qui sont bien évidemment regroupés au sein des agences Pôle Emploi. L'idée étant d'avoir un conseiller dédié, un conseiller identifié pour parler de l'entreprise, présenter le sujet de l'entreprise. Est-ce que Cap Emploi a pu intervenir pour l'analyse du poste, pour l'étude des contraintes de poste? Est-ce que l'ensemble des contrats a été élargi, c'est-à-dire l'ouverture au stage, l'ouverture à l'alternance? Est-ce qu'il y a une mise en place de formation, notamment dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour accompagner un salarié dans sa montée en compétences au travers de formations? Lors de l'accueil, on peut aussi envisager la mise en place d'un tutorat renforcé pour favoriser l'intégration. Stéphanie, peut-être, oui. Parce que du coup, je vois le temps qui tourne. Sur ces différents axes, donc effectivement, hein, on peut retrouver l'ensemble des questions. Oui. Moi, ce que je vous propose peut-être là, c'est de passer du coup au bilan en fait, de cet autodiagnostic, voir oui. Une fois que l'entreprise du coup a répondu à l'ensemble des questions, quel est le fruit, en fait, quel est le bilan et quoi en faire en fait de ce bilan. Je vous Avec propose, plaisir. Stéphanie, qu'on passe au bilan du coup. Et puis, si vous avez des questions, notamment concernant les questions, lorsque vous aurez le temps d'en prendre connaissance, n'hésitez pas à nous les partager. On saura revenir vers vous avec les éléments de réponse. Le bilan de l'autodiagnostic, c'est quoi? C'est tout d'abord de présenter sur un mapping où en est l'entreprise. Là, on voit, donc j'avais fait un exemple tout à l'heure d'une entreprise qui était très peu engagée dans la démarche. Donc, on voit que finalement, en termes de stratégie, elle a fait quelques petites choses et puis un petit peu en termes de recrutement. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'identifier les points forts. Donc, les points forts, là, sur notre entreprise, vont être la stratégie, le recrutement et la sensibilisation, mais aussi de mettre en exergue les points d'amélioration. Donc, prévention et maintien, accessibilité, secteur protégé et entreprise adaptée. Donc là, c'était sur la première page. Là, je vous montre l'exemple type. Voilà. Donc là, Stéphanie, c'est un bilan. C'est un bilan d'une entreprise parce que c'est un bilan d'une entreprise. Là, j'ai l'exemple concret de l'entreprise que je vous ai mis en avant, qui avait déjà mis un petit peu d'action en place. L'idée, c'est de se dire par rapport à cette entreprise-là,
quels sont ses points forts, quels sont ses points d'amélioration. Quand on parle de points d'amélioration, on sera sur différents axes. Après, l'idée, c'est de mettre des actions en avant en fonction des axes. Là, notamment, elle doit, on voit qu'elle peut aller plus en avant sur la collaboration auprès du secteur adapté et protégé. L'idée, c'est de se dire quels sont ses besoins, quels sont les achats qu'elle pourrait confier au secteur adapté et protégé, mais aussi, est-ce que dans le cadre de ces recrutements, elle pourrait envisager la mise à disposition de salariés dans le cadre de pré-recrutement qui permettrait là de collaborer auprès du secteur adapté et protégé et qui favoriserait le recrutement de demain. Alors, effectivement, du coup, une fois que le bilan est dressé, hein, donc que l'entreprise a répondu au questionnaire et que le bilan est sorti, quelles sont les options du coup? J'ai envie de dire, comment on passe à l'action à partir Comment on passe à l'action? Il y a deux façons de passer à l'action. Là, vous réalisez cet autodiagnostic, ça va permettre de savoir où se situe aussi l'entreprise aujourd'hui. Et je tiens à préciser en amont que l'autodiagnostic, il est intéressant, pourquoi pas de le réaliser une fois par an. Ça permet aussi de voir le bilan des actions et ce qu'on a mis en place. Comment je passe à l'action? Soit je passe à l'action, je passe à l'action en autonomie. C'est-à-dire qu'en cliquant sur l'onglet bleu, un ensemble d'actions vont être proposées à l'entreprise pour qu'elle puisse passer à l'action directement. Soit l'entreprise souhaite être accompagnée dans ces actions pour réaliser le différent maillage, pour aller plus loin, pour affiner peut-être des actions par rapport à son besoin, par rapport à son secteur d'activité, par rapport à son territoire. Et dans ces cas-là, elle peut demander à être accompagnée. En l'occurrence, là, elle sera accompagnée par un chargé d'études AGFIP situé au niveau de l'entreprise. Ce qu'il est intéressant de savoir aussi, c'est que dans la mesure où vous accompagnez vos entreprises au niveau RH, il est intéressant, si l'entreprise souhaite aller plus loin, souhaite être accompagnée, qu'elle soit accompagnée de façon tripartite. C'est-à-dire que vous accompagnez l'entreprise, on vous fait un retour sur des actions qui peuvent être mises en place et on peut travailler ensemble aussi sur la co-construction du plan d'action pour que vous puissiez aussi voir la continuité, l'évolution, ce qui est mis en place par l'entreprise que vous accompagnez. Au niveau de… Oui. Est-ce que du coup, est-ce que quelqu'un a des questions déjà sur cet autodiagnostic avant que vous présentiez justement les prises de relais et comment vous pratiquez à l'AGFIP, ce que vous pouvez proposer effectivement en termes d'accompagnement et d'action? Est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir? Alors, on a Fadila qui a une question à poser. On vous laisse la parole, Fadila. Oui, j'avais une petite question concernant ce bilan que je trouve vraiment très intéressant pour les entreprises. Donc, pour le coup, en fait, on peut envoyer en fait, le lien de l'autodiagnostic et derrière, en fait, travailler avec l'AGFIP pour un accompagnement, comme vous l'avez dit, tripartite. Bien sûr. Donc, en gros, je ne sais pas, exemple, on peut mettre en place en fait, un système de permanence sur l'autodiagnostic et puis après, qui peut donner lieu en fait, à un accompagnement plus approfondi. Oui, en fait, c'est ce qui peut être fait, c'est-à-dire que demain, je vous invite même peut-être à réaliser cet autodiagnostic avec l'entreprise. Il faut savoir que là, mon but, c'était de vous montrer comment on va plus loin. Le réaliser, ça prend que 10 minutes. Ça vous permet aussi de comprendre quel est le besoin de l'entreprise, où elle se situe à cet instant T. Et ensuite, lorsque vous cliquez sur « Je souhaite être accompagné dans mes actions », ça arrive chez nous. En fonction du territoire, il va y avoir une répartition. Et vous pouvez même directement envoyer une demande auprès du chargé d'études de AGFIP. Vous avez nos contacts à la fin. Et dans ces cas-là, bien évidemment, on vous inclut dans l'accompagnement et dans la recherche de solutions. D'accord. Et par contre, toute la partie « J'initie des actions en autonomie », ça se présente comment? Alors, vous allez avoir un déroulé en fonction des différents axes. On vous propose différentes actions. Donc, ce sont des actions génériques qui peuvent être mises en place par l'entreprise qui sont extrêmement outillées. D'accord. Donc là, l'entreprise peut se dire, moi, je veux aller voir toute seule, voir un peu ce que je peux mettre en place, comment je peux mettre en place. Et après, elle peut revenir vers vous si elle a des questions, revenir vers nous si elle peut aller plus loin. Il n'y a pas d'obligation d'être accompagnée dans la mise en place de ces actions. L'idée, c'est juste de se dire que des fois, l'entreprise a besoin qu'on aille cibler avec elle, qu'on priorise, qu'on lui propose des actions qui correspondent vraiment
à son besoin, à son secteur d'activité, à là où elle en est en ce moment et de la façon dont elle veut faire dans l'entreprise. Certaines vont vous dire, moi aujourd'hui, je veux travailler sur un peu de recrutement, mais je dois mettre en place une politique de stage et par conséquent, je ne vais me concentrer que sur le stage. Oui, donc tout dépend des ressources qu'ils ont en interne pour Des travailler ressources sur qu'ils ont en interne, de comment est-ce qu'on mettra en place de la sensibilisation, de quels acteurs on va faire intervenir aussi, puisque l'idée, c'est d'aller mailler avec les bons acteurs du territoire, être en relation avec les bonnes personnes, avoir les bons contacts, j'allais dire, dans son portefeuille pour mener à bien sa politique emploi-handicap. Dernière question, la cible, votre retour d'expérience concernant l'autodiagnostic, c'est utilisé principalement par quel genre d'entreprise? Par tout type d'entreprise. C'est utilisé par tout type d'entreprise et il est volontairement généraliste pour justement qu'il puisse correspondre à tout type d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le nombre d'effectifs. Puisque, et on a de jolis exemples, de petites entreprises qui ont des politiques extrêmement dynamiques et qui remplissent leur taux d'emploi. Et on a aussi ces exemples avec des entreprises de taille plus conséquente. Donc, on peut se dire que c'est pour les entreprises de plus de 20 salariés qui sont soumis à l'obligation. Plus de 20 salariés qui sont soumises à l'obligation d'emploi. Maintenant, vous accompagnez peut-être des entreprises qui ont moins de 20 salariés, mais qui se posent la question parce que demain, elles savent qu'elles se développent et qu'elles vont recruter, qu'elles vont dépasser un jour ce taux de 20 salariés ou bien qu'elles veulent être enregistrées comme entreprise inclusive et avoir une démarche inclusive dès le démarrage. Du coup, effectivement, cet autodiagnostic, il y aura peut-être moins de choses à remplir, moins de choses à dire. Par contre, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le sujet du handicap peut être pris en compte, même pour une entreprise de 10 salariés. Parce que demain, elle se développe et qu'elle devra répondre à son obligation, ou bien parce qu'elle veut être une entreprise inclusive et qu'elle veut inclure ses démarches tout de suite, dès le démarrage ou dès la création de son entreprise. Donc, différence entre inclusion et diversité, politique inclusive, parce qu'on parle beaucoup en fait d'inclusion, mais également de diversité. Donc, j'allais dire que ça va ensemble. La notion d'inclusion, c'est une notion d'inclusion qui est très large. Et si on parle d'inclusion en termes de handicap, c'est d'inclure tout type de personnes au niveau du handicap. La politique de diversité, on va aller plus loin. On va aussi aller sur l'égalité homme-femme, sur d'autres thématiques que vous traitez. Et la notion d'inclusion, c'est demain se dire qu'on pourra accueillir toute personne même en situation de handicap dans une entreprise avec l'aménagement correspondant et qu'il n'y aura plus de différence. Bon, je vous remercie beaucoup, c'est très clair. Merci. Merci Fadila et merci Stéphanie pour la réponse. Ce que je vous propose, que là, du coup, il nous reste 5 minutes avant la fin de cet atelier. Donc, on a vu effectivement cette possibilité d'agir en autonomie via les propositions d'outils ou de solliciter effectivement la GFIP. Donc, dans le support en fait de cet atelier, du coup, la GFIP, donc Stéphanie et Madina, vous ont préparé quelques slides de présentation du diagnostic qui est réalisé par la GFIP, de l'offre de conseil et d'accompagnement en entreprise. Vous aurez donc des informations sur le diagnostic action de la GFIP et puis sur les outils qu'il propose. Peut-être, Stéphanie, pouvez-vous en dire quelques mots ? Là, en 2 mots, parce que je sais que le temps tourne et qu'il est important de respecter les timings qu'on s'était donnés. La GFIP, lorsqu'on accompagne une entreprise, on peut, dans le cadre de notre offre de conseil et d'accompagnement, aller plus loin au travers un diagnostic action. Le démarrage d'un accompagnement commence toujours, quoi qu'il arrive, par un diagnostic afin de cibler les besoins. Avec le diagnostic action, on va aller plus loin dans l'analyse de données qualitatives et quantitatives qui vont nous permettre en fait, d'identifier quels sont les freins et les leviers à la mise en place d'une politique handicap et de construire un plan d'action réaliste et réalisable, personnalisé, adapté à l'entreprise avec une temporalité et des objectifs. Ça va permettre de mobiliser finalement les acteurs de l'entreprise, d'impulser une dynamique et de sensibiliser, ne serait-ce que sur le sujet, avec la prise en compte de ce sujet. Donc, on part bien sur une information, une orientation, un outillage au préalable. Ensuite, on va plus loin avec cette analyse approfondie du besoin qui va permettre la mise en place d'un plan d'action surtout personnalisé, réaliste et réalisable. Et ensuite, on pourra accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre de son plan d'action sous la forme d'un accompagnement personnalisé, d'une convention ou bien d'un appui à la
professionnalisation des différents acteurs. On met des outils à votre disposition, on met des outils à disposition des entreprises que sont tout d'abord le site de l'AGEFIP ou bien son centre de ressources, qui sont des mines d'informations sur lesquelles retrouver des informations, des détails au sujet du handicap. C'est aussi le site Activateur de progrès. Être activateur de progrès, c'est s'engager dans cette démarche, c'est le montrer, c'est le revendiquer et c'est utiliser les modes de communication. On met à votre disposition, et là je pense que c'est important de vous le dire, l'ActiveBox. L'ActiveBox via le réseau des référents handicap, c'est quoi? C'est une box de sensibilisation clé en main qui va traiter d'une thématique par mois dont l'entreprise peut se saisir. L'entreprise va pouvoir mettre non seulement ses coordonnées et son logo sur les différentes communications pour communiquer auprès de ses salariés régulièrement. On s'en souvient, l'important, c'est de communiquer régulièrement. Et c'est la mise à disposition de notre site emploi. Gratuitement, vous pourrez, les entreprises peuvent déposer leurs annonces sur le site emploi et auront aussi un accès illimité à la CVTech. Donc, toutes ces ressources sont mises à disposition, à votre disposition, à disposition de l'entreprise. Et le dernier outil qu'il est intéressant de présenter, c'est le réseau des référents handicap qui est, j'allais dire, accessible à toute personne en charge du sujet du handicap dans l'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau de maturité sur le sujet. Ça lui permet d'accéder à des webinaires, à des ateliers sur des thématiques précises, à des sessions de co-développement et surtout, c'est valoriser, initier la mise en réseau, faciliter le partage d'expériences, la collaboration entre pairs, puisqu'on se rend compte que souvent les référents handicap ou bien les chargés de mission handicap se sentent un peu seuls sur la thématique. Là, ça leur permet bien de profiter aussi de l'expérience de leurs pairs pour avancer et de participer à des groupes de travail s'ils le souhaitent. Et je crois avoir respecté pile poil le timing pour vous présenter les fameux contacts de la GFIP. Donc là, que vous avez à votre disposition. En fonction des départements, vous pourrez être réorienté vers un chargé d'études et de développement. N'hésitez pas à nous contacter directement. N'hésitez pas à mettre dans l'objet de votre mail que vous faites suite à l'information SARH qui a eu lieu. Ça nous permettra aussi de ne pas oublier et de vous mettre dans la boucle lorsqu'on rentre en contact avec l'entreprise, puisque l'idée, c'est de bien évidemment travailler ensemble. Merci Stéphanie pour ce pas de course de fin d'atelier, mais qu'on puisse libérer les uns et les autres. Je vois Daniel Richard qui a peut-être une question. Une très courte. Je me demandais juste, alors merci beaucoup pour les infos, les contacts, tout ça. Est-ce qu'on peut éventuellement solliciter les référents AGFIP pour des interventions collectives auprès des entreprises pour sensibiliser sur ces questions-là? Bien sûr. Tout à fait, oui. Parfait, super. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer? Ou c'est là que ça s'arrête? L'appel du déjeuner est plus fort. Ça veut peut-être dire qu'on a été super clair et dans ces cas-là, on est ravis. En tout cas, on espère vous avoir apporté les réponses à vos questions. Oui. Béatrice, peut-être? Non, c'était juste pour dire que c'était très intéressant, pour vous remercier. Alors, du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je vais vous mettre dans le lien de discussion, le lien vers le questionnaire de satisfaction. Nous vous remercions par avance d'y répondre. Ça permettra effectivement d'ajuster et de préparer au mieux le second atelier. Qui a lieu donc au mois de mai, à destination à votre destination en fait, à destination des conseillers SARH. Je vais vous mettre le lien dans le fil de discussion si j'y arrive, et de toute façon il vous sera envoyé avec le support de. J'y arrive pas. Il vous sera envoyé de toute façon avec le support de l'atelier. Donc du coup c'est important que vous puissiez prendre quelques minutes pour y répondre de manière à ce qu'on puisse ajuster éventuellement l'atelier numéro 2. Alors il ne veut pas. Donc vous l'aurez aussi sur le support directement, et puis vous informez aussi que du coup les inscriptions pour l'atelier numéro 2 donc du 10 mai
sont ouvertes également. Donc, il est également sur le support. Est-ce que quelqu'un a des dernières questions à poser avant que l'on remercie nos intervenantes? Non, tout est clair pour vous. Donc, vous avez les coordonnées des unes et des autres. Un grand merci du coup à Madina et à Stéphanie pour leurs éclairages. Du coup, je laisse peut-être la parole à François ou Céline de la Driette pour clore cet atelier. Merci beaucoup, hein, c'était vraiment très clair, très didactique, très synthétique. J'espère que ça vous a plu, hein. Donc là, c'est vraiment le premier volet de cette trilogie consacrée à l'emploi des travailleurs handicapés. Alors, voilà, l'idée, c'est de répondre vraiment le mieux à vos problématiques concrètes en lien avec les entreprises, puisqu'on sait maintenant toutes les entreprises sont concernées par ces problématiques-là, y compris les TPE. Alors, l'idée, voilà, ce sera, comme je l'ai dit en introduction, ce sera de maintenir une dynamique avec des ateliers assez réguliers. Je remercie vraiment très chaleureusement la GFIP ainsi que le cabinet Amnios pour tout le travail qui a été effectué, parce qu'évidemment, préparer ce type d'atelier, ça demande quand même un peu de temps. Et je remercie également Céline Noailles-de-Gors pour son appui en tant que référente prix régional. Céline, un dernier mot peut-être? Oui. Non, je souhaite simplement que, effectivement, à vous tous, SARH, cet atelier vous ait été utile. La question du handicap, c'est une question un peu complexe, il faut dire, hein, on l'a vu au cours de ce webinaire, il faut un peu s'accrocher au début, mais franchement, voilà, on est tous acteurs, effectivement, pour faciliter l'inclusion, en l'occurrence, des personnes en situation de handicap. Donc, voilà, le PRIT est dans son rôle pour vous apporter cette information. Merci à notre partenaire AGFIP d'y avoir participé et à très bientôt le 10 mai prochain. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Donc, je vous ai mis dans le lien de conversation, je ne vais pas fermer la séance tout de suite, dans le lien de conversation, dans le fil de conversation, pardon, vous avez le lien vers le questionnaire de satisfaction et vous avez le lien pour vous inscrire à l'atelier numéro 2. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous retrouver donc le 10 mai pour un atelier sur le recrutement et la compensation du handicap. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. Merci, Merci, bonne journée. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci.